Pendant 40 ans, chaque vendredi à 15 heures, mon mari enfilait le même manteau de laine gris, prenait son parapluie, qu'il pleuve ou qu'il vente, et se rendait à la banque. Et pendant 40 ans, je l'ai cru. Jusqu'au jour où, debout près de son cercueil, j'ai appris la vérité. Aujourd'hui, je vais vous raconter quelque chose que je n'aurais jamais pensé partager. Avant de commencer, je vous serais vraiment reconnaissante de prendre un moment pour aimer cette vidéo et envisager de vous abonner à la chaîne. Cela m'aide à continuer de partager ces histoires avec ceux qui en ont le plus besoin. Le matin de sa mort, je coupais des fraises pour ses céréales. Je me souviens de la façon dont la lumière filtrait à travers les stores de la cuisine et comment je maudissais le courant d'air de la fenêtre qui rendait la cuisine toujours froide, peu importe à quel point je montais le chauffage. Les fraises venaient du marché du coin, rue du Commerce, celui dont Henri disait toujours qu'il était trop cher, mais où j'allais quand même parce que le primeur connaissait mon nom. Il s'appelait Manuel, un immigré espagnol aux yeux doux qui me gardait toujours les meilleurs fruits. Pour Madame Dubois, disait-il avec un sourire, seulement les plus sucrés. Je fredonnais quelque chose, un vieil air que je ne saurais retrouver, quand le téléphone a sonné. Le son a fendu le silence matinal comme un couteau. J'ai regardé l'horloge sur le micro-ondes. 8h47. Trop tôt pour les démarcheurs. Trop tard pour les urgences des heures sombres. Ma main a hésité sur le combiné. Quelque chose s'est noué dans ma poitrine. C'était Martine, notre voisine 2 portes plus loin. Sa voix était aiguë et haletante. « Marguerite, il s'est effondré dehors. Juste sur le trottoir. L'ambulance est là. » Les mots n'avaient aucun sens au début. Ils flottaient dans l'air entre nous, déconnectés de la réalité. Quoi? Qui s'est effondré? Henri, Marguerite. C'est Henri. Je ne me souviens pas d'avoir lâché le couteau. Je ne me souviens pas d'avoir couru. Mais je me souviens du froid. Comment il a mordu mes chaussons alors que je dévalais pieds nus les marches en béton, traversais la neige éparse sur notre pelouse, passais devant les boîtes aux lettres et le râtelier à vélo rouillé. Le monde a basculé et s'est brouillé. Madame Tran, la voisine d'à côté, se tenait sur son porche, la main sur la bouche. Les enfants Durand avaient arrêté leur partie de football, le ballon roulant, oublié, dans la rue. Henri gisait là, sur le trottoir devant la maison des Durand, entouré de secouristes dans leurs gilets jaunes vifs. Il couvrait déjà son visage quand je suis arrivée. « Non », m'entendis-je dire. « Non, non, non. » Le mot est devenu une litanie, une prière, une négociation désespérée avec un Dieu auquel j'avais cessé de croire des années auparavant. Une des secouristes, une jeune femme aux cheveux roux tirés en une queue de cheval serrée, a posé sa main sur mon épaule. « Madame, je suis vraiment désolée. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. » Son cœur s'était foudroyant. Il n'a dû ressentir aucune douleur. Tout était si immobile. Le monde est devenu silencieux, à l'exception du son de ma propre respiration, rauque et saccadée à mes oreilles. Je n'arrêtais pas de regarder son poignet, la montre en argent que je lui avais offerte pour notre 20e anniversaire. Celle pour laquelle j'avais économisé pendant des mois, sautant des déjeuners et marchant au lieu de prendre le bus. Elle indiquait 14h56. 4 minutes avant sa marche vers la banque. 4 minutes avant la routine qui avait défini nos vendredis plus longtemps que ne durent certains mariages. Mais il n'était pas 14h56. Il était à peine 9h du matin. La montre s'était arrêtée. Ou peut-être avait-elle indiqué la mauvaise heure depuis le début? J'y penserai plus tard, à toutes ces choses qui n'allaient pas et que je n'avais jamais remarquées. Ils m'ont laissé monter dans l'ambulance pour aller à l'hôpital, même si cela ne servait à rien. Même s'il était déjà parti. Je me suis assise sur la banquette dure, lui tenant la main, la sentant devenir froide. Son alliance, le simple anneau d'or que nous avions acheté chez un prêteur sur gage parce que nous ne pouvions rien nous permettre d'autre, captait la lumière. Je la tournais distraitement comme je l'avais vu faire 1000 fois quand il réfléchissait. « Nous devons appeler quelqu'un pour vous », dit doucement la secouriste aux cheveux roux. « Vous avez de la famille ?» Je lui ai donné le numéro de Léa, ma fille, notre fille. Je ne parvenais pas à former les mots pour l'appeler moi-même. Henri et moi nous sommes rencontrés quand j'avais 18 ans,
dans un bistrot près de l'avenue Jean Jaurès. J'y étais serveuse, travaillant le matin pour aider ma mère à payer le loyer après le départ de mon père. Ma mère avait été si brisée par son départ qu'elle pouvait à peine fonctionner pendant des mois. J'avais abandonné la fac où j'étudiais la littérature. Je rêvais de devenir professeur, pour m'occuper d'elle et payer les factures. Le bistrot s'appelait Le Relais de la Gare, bien qu'il n'y ait pas de gare à proximité. Le propriétaire était un homme du nom de Stéphane, qui fumait des cigares dans son bureau à l'arrière et allongeait le café pour économiser de l'argent. Les sols étaient collants, les banquettes craquelées, et le jukebox ne jouait que la moitié de ses chansons. Mais les pourboires étaient corrects, et Stéphane me laissait emporter les restes de tarte à la fin de mon service. Henri venait chaque mardi et jeudi pour un café et des tartines, laissait toujours une petite pièce en pourboire, et me souriait toujours comme si j'étais quelqu'un de spécial. Il s'asseyait au comptoir, pas dans une banquette, et lisait le journal en mangeant. La section des sports d'abord, puis l'économie, puis les bandes dessinées. Il le pliait précisément quand il avait fini, le laissant pour le client suivant. « Vous lisez des bandes dessinées à votre âge » l'ai-je taquiné une fois. Il devait avoir 25, 26 ans alors. Il a levé les yeux, et ses yeux se sont plissés quand il a souri. « Tout le monde a besoin d'un peu de Tintin dans sa vie, Marguerite. » Il connaissait mon nom grâce à mon badge, mais l'entendre le dire a fait battre mon cœur. « La plupart des gens m'appellent juste Margot », ai-je dit, en essuyant le comptoir même s'il était déjà propre. « Je ne suis pas comme la plupart des gens », a-t-il répondu. Et puis, plus bas, presque timidement, « Marguerite, c'est plus joli. » Un jeudi, il a laissé son numéro sur une serviette sous la pièce de monnaie. La serviette avait une auréole de café et son écriture était soignée, délibérée. Je l'ai appelé ce soir-là depuis la cabine téléphonique du coin, mes mains tremblant si fort que je pouvais à peine composer le numéro. Nous avons parlé pendant 45 minutes jusqu'à ce que je n'ai plus de pièces. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard, lors d'une petite cérémonie à la mairie. Ma mère était là, portant sa plus belle robe et versant des larmes silencieuses. L'oncle Joseph d'Henri est venu, sentant le whisky et la poussière de béton. Un inconnu a pris notre photo sur les marches de la mairie. Je portais une robe couleur crème que j'avais achetée en solde aux Galeries Lafayette, et Henri portait un costume emprunté à son colocataire. Nous avions l'air heureux. Nous étions heureux. Il cumulait 2 emplois quand nous étions jeunes. Les nuits à l'usine dans la banlieue sud, les week-ends à aider son oncle avec le placo. Je l'attendais quand il travaillait de nuit, même s'il me disait de ne pas le faire. J'entendais sa clé dans la serrure à 3 heures du matin et je me levais pour réchauffer son dîner, des restes gardés au four à basse température. Nous nous asseyions à notre minuscule table de cuisine dans notre minuscule appartement et il me racontait son service pendant que je regardais son visage, mémorisant chaque détail. Je suis restée à la maison avec les enfants, d'abord Daniel, puis Léa 2 ans plus tard. Je cousais des patchs sur leurs jeans, découpais des coupons dans le journal du dimanche, faisais durer un bœuf bourguignon sur 3 repas. Nous n'avons jamais eu beaucoup, mais nous avions assez. Henri s'en assurait. Il était stable, fiable, le genre d'homme qui répondait présent. Quand Daniel est né, Henri a pleuré. Je ne l'avais jamais vu pleurer auparavant. Il a tenu notre fils avec une telle tendresse, une telle peur dans les yeux. « Je vais être un bon père », a-t-il murmuré, plus pour lui-même que pour moi. « Je vais faire ça bien. » J'ai trouvé ça touchant, comme tous les nouveaux pères sont nerveux. Je ne savais pas qu'il faisait une promesse à quelqu'un d'autre. Chaque vendredi, sans faute, il enfilait ce manteau gris et disait « Je vais à la banque, Margot. » Et j'acquiesçais, lui rappelant peut-être de prendre du lait sur le chemin du retour, et il m'embrassait sur la joue et sortait. C'était une routine, sacrée même. Je ne l'ai jamais remise en question. Pourquoi l'aurais-je fait? Il gérait notre argent, s'assurait que nous étions en sécurité. C'est ce que faisaient les maris. Le manteau lui-même était vieux, même quand il l'a acheté. Il l'avait trouvé dans une friperie en 1985, l'année où Daniel est entré en CP. « C'est de la bonne qualité », avait-il dit, en me montrant l'étiquette. « Il durera. » Et il a duré. 40 ans de vendredi,
et ce manteau montrait à peine l'usure. Il en prenait soin comme si c'était important, le brossant soigneusement, le faisant nettoyer à sec 2 fois par an. Je plaisantais en disant qu'il aimait ce manteau plus que moi. Il riait et me serrait contre lui. Rien dans ce monde n'a plus d'importance que toi, Margot. Le mensonge avait le goût de l'amour sur ses lèvres. Même quand l'argent était rare, et il l'a souvent été, surtout après que l'usine l'ait licencié en 92, je ne lui ai jamais demandé de sauter cette sortie. Cette année-là a été brutale. Nous avions dû vendre le saxophone de Daniel, celui qu'il apprenait à jouer à l'école de musique. J'avais pleuré dans la salle de bain pendant qu'Henri me tenait dans ses bras. « On en achètera un autre », a-t-il promis, « quand les choses iront mieux. » Les choses se sont améliorées, mais nous n'avons jamais eu un autre saxophone. Daniel a perdu tout intérêt. Ou peut-être a-t-il simplement appris à ne pas désirer les choses. « Est-ce que ça vaut le coup de dépenser de l'essence chaque semaine ?» avais-je demandé une fois, alors qu'il nous restait nos derniers 20 € avant que son chèque de chômage n'arrive. Il a souri, de ce doux sourire qui plissait ses yeux au coin, et a dit « Certaines habitudes sont sacrées, Margot. Celle-ci nous maintient à flot. » Je l'ai cru. Mon Dieu, je croyais tout ce qu'il disait. Il revenait 1 heure plus tard, parfois 2. « Il y avait des embouteillages, » disait-il, ou « Il y avait la queue. » Une fois, quand j'ai mentionné que la banque n'était qu'à 15 minutes à pied, il a ri. Je me suis promené après. J'avais besoin de m'éclaircir les idées. J'avais accepté. Pourquoi ne l'aurais-je pas fait? C'était Henri. Henri ne mentait pas. Au fil des ans, cette routine du vendredi est devenue sacrée pour moi aussi. C'était la preuve que quelque chose dans nos vies ne changeait jamais, ne faiblissait jamais. Les enfants ont grandi et sont partis. Daniel à Seattle pour un travail dans la tech que je n'ai jamais vraiment compris, quelque chose avec le cloud computing et les serveurs. Il a essayé de l'expliquer une fois lors d'un dîner de Noël, mais c'était comme s'il parlait une autre langue. Léa a déménagé en banlieue avec son mari Bruno, un expert comptable aux lèvres minces et à la poignée de main ferme qui m'appelait Madame Dubois, même après 10 ans de mariage avec ma fille. Ils avaient 2 enfants que nous voyions à peine, Emma et Ethan, des jumeaux qui étaient maintenant au collège. Léa envoyait des photos à Noël, des portraits professionnels avec tout le monde en pulls assortis. Les enfants avaient toujours l'air mal à l'aise, leur sourire figé. « Pourquoi ne viennent-ils pas plus souvent ?» ai-je demandé à Henri une fois, après qu'une autre carte de Noël soit arrivée sans invitation à leur rendre visite. Il avait levé les yeux de son journal. « Les gens sont occupés, Margot. Ils ont leur propre vie. » « Nous faisons partie de leur vie aussi, avais-je dit, mais il avait juste haussé les épaules et était retourné à sa lecture. Le quartier a changé. Le magasin du coin où j'achetais ses fraises est devenu un Starbucks, puis un magasin de vapotage, puis autre chose. Le mari de Madame Tran est mort. Les Durand ont divorcé et vendu leur maison à un jeune couple avec un chien qui aboyait à toute heure. Nos amis ont déménagé sur la Côte d'Azur où sont décédés. Denise et François, d'en face, ont pris leur retraite à Cannes. Ils ont envoyé des cartes postales la première année, puis plus rien. J'ai entendu par Martine que Denise souffrait de démence maintenant, ne se souvenait plus du tout de Paris. Georges et Hélène, qui avaient vécu à côté pendant 30 ans, sont morts tous les 2 à 6 mois d'intervalle. Henri et moi sommes allés aux 2 enterrements. Je me souviens avoir pensé que c'était romantique, qu'ils ne pouvaient pas supporter d'être séparés. Maintenant, je me demande si des secrets sont morts avec eux aussi. Si Hélène a jamais su pour les parties de poker en semaine où Georges perdait leurs économies, si Georges a jamais découvert les lettres qu'Hélène gardait de son amour de lycée. Mais chaque vendredi, Henri se rendait à la banque. Et chaque vendredi, je savais exactement où il était, où je le croyais. Après sa mort, des choses étranges ont commencé à faire surface. Des choses qui ne correspondaient pas au schéma bien ordonné que j'avais construit dans mon esprit. L'enterrement a eu lieu un mercredi. Il a plu, ce qui semblait approprié. Le funérarium sentait le lys et le vernis à meubles. Ils avaient mis Henri dans un costume sombre que je n'avais jamais vu auparavant. Léa l'avait choisi, disant que ses vêtements de tous les jours n'étaient pas assez bien. J'ai voulu protester, dire qu'Henri aurait détesté être habillé comme quelqu'un qu'il n'était pas, mais j'étais trop fatiguée pour me battre. Des gens sont venus. Plus que ceux à quoi je m'attendais.
des voisins, d'anciens collègues, des gens que je ne reconnaissais pas. Ils ont défilé devant le cercueil, certains pleurant, d'autres hochant simplement la tête solennellement. Ils ont dit les choses que les gens disent toujours. C'était un homme bien. Il est dans un monde meilleur. Faites-moi signe si vous avez besoin de quoi que ce soit. Une femme plus âgée aux cheveux argentés m'a approchée pendant la veillée. Elle était élégante, portant une robe noire qui semblait chère. « Madame Dubois, » dit-elle doucement, « je suis sincèrement désolée pour votre perte. Henri parlait souvent de vous. »« Merci, » ai-je répondu automatiquement. « Comment connaissiez-vous mon mari ?» Quelque chose a vacillé sur son visage. « Du quartier. Je devrais y aller. » Elle s'est retournée et est partie rapidement, et je ne l'ai plus jamais revue. J'y penserai plus tard, me demandant si elle était Elisabeth, si elle était venue voir l'homme qui avait aimé son fils pendant 40 ans. La banque m'a appelé 3 jours après l'enterrement. Une femme à la voix nasillarde et à la sympathie excessive a dit « Madame Dubois, je suis vraiment désolée pour votre perte. Vous devrez passer pour clôturer son compte, et nous devons discuter du coffre-fort. » Je pliais du linge quand elle a appelé. Les chemises d'Henri. Je les avais lavées avant l'enterrement, même s'il ne les porterait plus jamais. L'habitude. « Quel coffre ?» ai-je demandé. Ma voix semblait lointaine, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Le genre de pause qui s'étire trop longtemps, qui signale que quelque chose ne va pas. Le coffre 107. Il est actif depuis 1985. Vous devrez apporter une pièce d'identité et l'acte de décès. 1985. L'année où il a acheté le manteau. L'année où il a commencé les marches du vendredi. L'année où tout ce que je pensais savoir a commencé. Je suis allée à l'agence un mardi matin, tremblant si fort que je pouvais à peine signer mon nom sur les formulaires. Le stylo n'arrêtait pas de glisser dans ma paume moite. Je n'étais pas allée dans cette banque depuis des années. Henri s'en occupait toujours. « Pourquoi devrions-nous perdre notre temps tous les deux ?» disait-il. « Tu as mieux à faire. De meilleures choses. Comme cuisiner et nettoyer et attendre. Comme être reconnaissante pour sa gestion, son attention, ses mensonges. » Le guichetier, un jeune homme aux yeux doux avec un badge indiquant « Jacques », m'a conduite dans une petite pièce aux murs gris et au néon qui bourdonnait au-dessus de ma tête. Le son me rappelait une mouche piégée, désespérée et grinçante. Il a déverrouillé le coffre, long et métallique, comme un petit cercueil, et m'a laissé seule. « Prenez votre temps, » dit-il doucement, fermant la porte derrière lui. À l'intérieur se trouvaient 41 journaux intimes, reliés en cuir, chacun identique à l'exception des dates estampillées en or sur les couvertures. Chacun étiqueté « Vendredi » de l'écriture soignée d'Henri. Le cuir était souple, cher. Ce n'étaient pas des carnets de supermarché. Ils avaient été choisis avec soin, achetés avec intention. J'ai ouvert le premier, daté de janvier 1985, mes mains tremblant si fort que les pages bruissaient. Le papier était épais, de couleur crème. Son écriture remplissait chaque page, nette et précise. Ce n'étaient pas des notes prises à la va-vite. C'était de la dévotion. Les entrées ne parlaient pas d'argent. Elles ne parlaient pas d'action, d'épargne ou de plan de retraite. C'étaient des lettres, écrites à quelqu'un. Pas à moi. « Samuel », commençait la première entrée. « Je t'ai vu aujourd'hui par la fenêtre. Tu jouais dans le jardin. Tu me ressembles tellement que ça fait mal. » J'ai lu cette ligne 3 fois avant que les mots n'aient un sens. Et même alors, il n'en avait pas. Il ne pouvait pas. Ma respiration s'est faite courte. La pièce semblait trop petite, les murs se refermant sur moi. J'ai feuilleté les pages, mes yeux attrapant des fragments. « Tu as fait tes premiers pas aujourd'hui. Ta mère t'a acheté un tricycle rouge. Je t'ai regardé souffler 4 bougies. Page après page après page. Des années de vendredi. Des années d'une autre vie. J'ai ramené les journaux à la maison dans un sac en toile que Jacques m'a offert quand il a vu que je ne pouvais pas tous les porter. Mes mains tremblaient trop. Il m'a aidé à aller jusqu'à ma voiture, à charger le sac dans le coffre, m'a demandé 2 fois si j'étais en état de conduire. Je vais bien, ai-je menti. Je devenais douée pour accepter les mensonges. Je les ai étalés sur la table de la cuisine,
La même table où Henri et moi avions partagé 40 ans de dîner, où nous avions aidé Daniel avec ses devoirs, où Léa nous avait annoncé qu'elle était enceinte. Les journaux couvraient toute la surface, une carte de la tromperie exposée en cuir chair et en lettres d'or. Et j'ai lu. Et lu. Et lu. Certaines entrées étaient courtes, presque professionnelles. Vue S, à l'épicerie. Il grandit. Je lui ai acheté de nouveaux vêtements pour l'école. Elisabeth dira qu'ils viennent de sa sœur. D'autres s'étendaient sur des pages. Aujourd'hui, c'était la remise des diplômes du lycée de S. Je me suis assis au dernier rang, derrière tous les autres parents. Quand ils ont appelé son nom, Samuel Joseph Garnier, mon cœur a failli éclater. Il a traversé cette estrade avec une telle confiance. Il va à la fac à l'automne. Sciences Po, bourse complète. Je suis si fière que je pourrais en mourir. Mais je ne peux le dire à personne, ni à Margot, ni à Daniel ou Léa. Cette fierté n'a d'autre foyer que ces pages. Cette entrée était datée de juin 1999, le même mois où Daniel a eu son bac. Henri était allé aux 2 cérémonies la même semaine. Les avait-il comparées? Avait-il souhaité que je sois quelqu'un d'autre? Avait-il souhaité que nos enfants soient Samuel? Quand Léa est passée ce soir-là, elle venait me voir tous les jours depuis l'enterrement. Plus par obligation que par affection, je pense, je lui ai montré un des journaux. Elle a parcouru quelques pages, son visage pâlissant. Elle s'est assise lourdement sur la chaise d'Henri, celle en bout de table que personne d'autre n'utilisait jamais. « Maman, » dit-elle lentement, « ça ne te concerne pas. »« Je sais. Qui est Samuel? » ?»« Je ne sais pas. » Mais j'apprenais. À chaque entrée, chaque moment soigneusement documenté d'une vie dont je ne savais rien, j'apprenais. Léa a pris un autre journal, celui de 2010. Elle a lu en silence pendant plusieurs minutes, puis l'a refermé soigneusement, comme s'il pouvait se briser. « C'est de la folie. Papa. Papa menait une double vie. Oui. Comment pouvais-tu ne pas le savoir? » La question m'a frappée comme une gifle. Comment aurais-je pu? Il disait qu'il allait à la banque. Je le croyais. Qu'étais-je censée faire? Le suivre? Peut-être. La voix de Léa était tranchante. Peut-être que tu aurais dû poser plus de questions. Peut-être que tu aurais dû faire attention. J'ai senti quelque chose se briser en moi. N'ose pas me blâmer pour ça. N'ose pas faire de ça ma faute. Elle a eu la décence d'avoir l'air honteuse. Je suis désolée. C'est juste que je ne comprends rien à tout ça. Daniel a appelé plus tard cette nuit-là. Léa lui avait dit. Je pouvais entendre la pluie de Seattle en arrière-plan de l'appel. Ou peut-être était-ce juste de la friture. Sa voix était tendue par quelque chose que je ne pouvais nommer. La colère, la confusion, la trahison. Papa n'a jamais mentionné de Samuel. Jamais. Tu es sûr que ce sont les siens? J'en étais sûre. Je connaissais l'écriture d'Henri mieux que la mienne. Je l'avais vue sur des cartes d'anniversaire, des listes de courses, des mots laissés sur le réfrigérateur. Prends du lait. Réunion tardive. Je t'aime. C'était la sienne. Maman, ça n'a pas de sens. Papa était... Il était papa. Ce n'était pas le genre de type à avoir des secrets. Apparemment, si. Ma voix sonnait creuse. Daniel est resté silencieux un long moment. Puis, « Qu'est-ce que tu vas faire? » « Je ne sais pas. Tu veux que je rentre? Le voulais-je? » Une partie de moi voulait mes 2 enfants là, voulait être entourée de la famille que je pensais que nous avions été. Mais une autre partie voulait être seule avec ça, pour le démêler en privé. « Pas encore, » ai-je dit. « Laisse-moi d'abord comprendre ce que c'est. » Cette nuit-là, je suis restée éveillée à lire. Les entrées ont commencé vagues, prudentes, mais au fil des ans, elles sont devenues plus émotionnelles, plus détaillées, plus aimantes. Il a commencé la maternelle aujourd'hui. J'ai regardé d'en face de la rue. Il tenait la main de sa mère si fort. Je voulais courir vers lui dire qui je suis. Mais je ne peux pas. J'ai fait une promesse. Quelle promesse? À qui? À Elisabeth? À lui-même. Il est tombé de vélo aujourd'hui. S'est gravement écorché le genou. Je voulais l'aider, mais je suis restée dans la voiture. J'ai juste regardé.
Sa mère a nettoyé la plaie et lui a embrassé le front. J'ai pleuré tout le long du trajet de retour. Je me suis souvenu de ce jour, ou d'un jour semblable. Henri était rentré à la maison les yeux rouges. Allergie. Avait-il dit quand j'avais demandé? Je lui avais donné un antihistaminique et lui avais fait du thé. Il a 10 ans maintenant. 2 chiffres. Il joue au football. Il est bon. Meilleur que je ne l'ai jamais été. Je m'assois dans les gradins à chaque match, assez loin pour que personne ne me remarque. Je porte un chapeau, des lunettes de soleil. Je fais semblant d'être juste un autre parent, mais je ne le suis pas. Je suis son père, et il ne sait pas que j'existe. Mes mains ne cessaient de trembler. J'ai lu jusqu'à ce que le ciel devienne gris à l'aube, jusqu'à ce que mes yeux me brûlent et que ma gorge soit à vif d'avoir pleuré. Le café que j'avais fait à minuit était froid et intact sur la table. Henri avait un fils dont je ne savais rien, un fils né de la trahison, un fils qu'il avait choisi d'aimer en silence pendant 40 ans. Mais quand? Quand cela s'était-il produit? Avant moi? Pendant notre mariage? Les calculs se bousculèrent dans ma tête. Si Samuel était né en 1981 et qu'Henri et moi nous étions mariés en 1979. Daniel était né en 1980. Nous avions essayé pendant 1 an. J'étais enceinte de Daniel quand Samuel a été conçu. Ou enceinte de Daniel quand Samuel est né. La chronologie me rendait malade. J'ai passé les 2 semaines suivantes à errer dans ma maison comme un fantôme. Je ne pouvais pas manger, ni dormir. Chaque objet que je touchais, sa tasse à café, ses lunettes de lecture, la place usée sur le canapé où il s'asseyait toujours, semblait être un mensonge. La maison qui avait été mon foyer pendant 36 ans me semblait étrangère. La tasse à café était en céramique bleue avec un éclat sur le bord. Il l'avait depuis 15 ans, refusait de la remplacer. « Elle est parfaitement rodée », disait-il. Maintenant, je me demandais si Élisabeth la lui avait donnée. Si Samuel y avait bu du chocolat chaud lors d'après-midi secrets où je pensais qu'Henri déposait des chèques. Ses lunettes de lecture reposaient sur la table d'appoint, à côté d'un roman policier de poche qu'il était à mi-chemin de lire quand il est mort. Le marque-page était toujours là, marquant la page 127. Il ne saurait jamais la fin. Mais d'un autre côté, moi non plus. Je lisais l'histoire de notre mariage depuis 40 ans, sans jamais réaliser que je sautais des chapitres, que des sections entières avaient été censurées, que la fin que j'attendais était écrite pour le livre de quelqu'un d'autre. Je me suis surprise à lui parler, aux pièces vides. « Pourquoi ?» demandai-je au silence. « Pourquoi n'étais-je pas assez ?» Le silence ne répondait jamais, mais la maison, si, à sa manière. Chaque tiroir que j'ouvrais révélait de nouvelles questions. Dans la salle de bain, j'ai trouvé un reçu caché derrière l'armoire à pharmacie. Un dîner pour 2 dans un restaurant où je n'étais jamais allée, daté de 3 ans en arrière un vendredi. Le total était de 47,38 €. Qui avait commandé quoi? Avait-il partagé un dessert? Samuel savait-il? À ce moment-là, qui était Henri? Dans le garage, j'ai découvert une boîte étiquetée « Matériel de camping » dans laquelle je n'avais jamais regardé parce que nous n'avions jamais campé. Henri disait qu'il n'aimait pas dormir dehors. À l'intérieur se trouvaient des albums photos, pas nos albums photos. Ceux-ci étaient différents, moins chers, du genre qu'on achète au supermarché. Ils étaient remplis de photos de Samuel. Des centaines de photos. Des milliers, peut-être. Samuel bébé, joufflu et souriant. Samuel avec ses 2 dents de devant en moins. Samuel en uniforme de club de foot, une batte sur l'épaule. Samuel à sa remise de diplôme de collège, son bal de fin d'année, sa remise de diplôme universitaire. Une vie entière, documentée en secret, stockée dans une boîte dans notre garage à côté de la tondeuse à gazon et des décorations de Noël. Je me suis assise sur le sol en béton froid et j'ai regardé chaque photo. Cela a pris des heures. La lumière de l'unique ampoule au-dessus de ma tête s'est affaiblie à mesure que l'après-midi tournait au soir. Mon dos me faisait mal. Mes yeux me piquaient, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Sur une photo, Samuel avait peut-être 5 ans, assis sur une balançoire. La main d'Henri était visible au bord du cadre, le poussant. Juste sa main, rien d'autre. Comme s'il avait demandé à Élisabeth de prendre la photo,
mais ne pouvait pas y figurer lui-même, ne pouvait pas laisser de preuve de sa présence. Sur une autre, Samuel était un adolescent, peut-être 16 ans, debout à côté d'une voiture. Il tenait des clés, souriant. Henri avait écrit au dos de son écriture soignée « Première voiture de S, économisée pendant 2 ans pour aider à l'acheter. Il ne sait pas que c'était de ma part. » Il y avait des photos du mariage de Samuel. Henri en costume sombre, se tenant loin de la cérémonie, partiellement obscurci par un arbre. On pouvait à peine voir son visage, mais je savais que c'était lui. La façon dont il se tenait, une main dans la poche, la légère courbure de ses épaules. Je l'avais vu se tenir ainsi 1000 fois. J'ai trouvé une photo de l'année dernière. Samuel avec ses 2 petites filles, celles que j'avais rencontrées au parc. Elles étaient dans une aire de jeu. Une des filles, Lily, je crois, tenait la main d'Henri. Il était sur la photo cette fois, ne se cachant pas. Il souriait vraiment. Le genre de sourire que je n'avais pas vu sur son visage depuis des années. Quand avait-il cessé de me sourire comme ça? Le silence ne répondait jamais. J'ai tout passé en revue. Les albums photos des premières années de notre mariage, Henri et moi sur les quais de Seine, au mariage d'un cousin, tenant Daniel bébé à l'hôpital. J'ai étudié son visage sur chaque photo, cherchant la culpabilité, les secrets, un signe que j'avais manqué. Des papiers d'impôt du classeur au sous-sol, de vieilles lettres que j'avais gardées dans une boîte à chaussures sous notre lit, des lettres d'amour qu'il avait écrites pendant nos fiançailles, quand il logeait chez son oncle à l'autre bout de la ville et que nous ne pouvions pas nous voir tous les jours. « Je compte les heures jusqu'à vendredi », disait l'une d'elles. Vendredi. Toujours vendredi. Je cherchais quelque chose, n'importe quoi. Qui expliquerait cela? Qui lui donnerait un sens? Qui transformerait l'homme que j'avais aimé en quelqu'un que je pourrais comprendre? Et puis je l'ai trouvé. Dans son vieux bureau, celui avec le tiroir cassé qui coinçait, enfoui sous des documents d'assurance et d'anciennes garanties, j'ai trouvé un dossier d'hôpital de 1981. Hôpital Saint-Joseph. Une facture, jaunie et froissée, pour une naissance. Le nom de la mère était Élisabeth Garnier. Je n'étais pas la mère. Le nom du bébé était Samuel Joseph Garnier. 3,3 kg. Né le 15 mars 1981 à 3h47 du matin. 15 mars 1981. J'ai essayé de me souvenir où j'étais ce jour-là. Qu'est-ce que je faisais pendant que le fils secret d'Henri naissait? J'ai vérifié un vieux calendrier que j'avais gardé de cette année-là. Je les avais toujours gardés, les utilisant pour suivre les étapes importantes des enfants. 15 mars 1981. J'avais écrit « Fête du premier anniversaire de Daniel, fais un gâteau au chocolat. H est rentré tôt du travail pour aider à préparer. Il avait été là. Il avait été à la fête du premier anniversaire de notre fils pendant que son autre fils naissait à l'autre bout de la ville. Comment avait-il géré ça? Avait-il appelé l'hôpital depuis le téléphone de notre cuisine pendant que je glaçais le gâteau? Avait-il tenu Daniel en pensant à Samuel? Ma poitrine semblait s'effondrer. Je me suis assise sur le sol de notre chambre, le papier tremblant dans mes mains, et je me suis laissé le ressentir. Tout. La trahison, l'humiliation, la rage. Mais plus que tout, je me sentais effacée, comme si 40 ans de ma vie avaient été une performance, et que je n'avais même jamais su que j'étais sur scène. J'ai appelé Martine. Je ne savais pas à qui d'autre parler. Léa me jugerait, Daniel essaierait de réparer les choses, mais Martine n'était qu'une voisine, quelqu'un qui nous avait connus, mais n'avait pas d'enjeu dans l'histoire. « Martine », ai-je dit quand elle a répondu, « savais-tu qu'Henri avait un autre fils ?» Elle est restée silencieuse si longtemps que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Puis, « Oh, Marguerite, tu savais ?»« Non, pas avec certitude. Mais il y a eu des rumeurs, il y a des années. Quelqu'un a dit qu'on l'avait vu à l'autre bout de la ville avec une femme et un enfant. Je ne voulais pas y croire. Je ne voulais pas te blesser avec des commérages. Je suis déjà blessée. Je sais, je suis tellement désolée. » Après avoir raccroché, je me suis demandé qui d'autre avait su. Combien de personnes avaient vu la double vie d'Henri et n'avaient rien dit?
Combien des plats apportés par sympathie et des gerbes de fleurs provenaient de gens qui savaient que j'avais été tournée en ridicule. J'ai pris un taxi jusqu'à l'adresse indiquée sur le dossier de l'hôpital. C'était dans un quartier du nord-ouest. Des maisons modestes avec des clôtures en grillage et des voitures garées sur les pelouses. Un quartier ouvrier, comme celui où j'avais grandi. Des maisons en crépi avec de petits porches, des jardins encombrés de jouets et de pièces de voiture. Je me tenais sur le porche d'un petit pavillon en briques, mon doigt planant au-dessus de la sonnette, mon cœur battant si fort que je pensais que j'allais être malade. Je pouvais partir. Je pouvais faire demi-tour, rentrer chez moi, prétendre que je n'avais jamais trouvé les journaux. Je pouvais préserver la version d'Henri que j'avais aimée, le laisser mort tel que je l'avais connu. Mais j'ai sonné. Une femme âgée a répondu. Elle avait les cheveux gris tirés en chignon et des lunettes à monture métallique. Quand elle m'a vue, son visage est devenu blanc. La couleur s'est drainée si rapidement que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Elle s'est agrippée au cadre de la porte. « Vous êtes Marguerite » dit-elle. Ce n'était pas une question. Mon cœur s'est arrêté. « Comment connaissez-vous mon nom » Elle a reculé, une main sur le cadre de la porte comme si elle pouvait tomber. Je lui ai dit de ne pas faire ça. Je lui ai dit que ce n'était pas juste. Mais il n'a jamais cessé de lui rendre visite, jamais manqué un vendredi. La façon dont elle a dit « vendredi » a fait faiblir mes genoux. « Qui » ai-je murmuré, bien que je sache déjà. « Le fils de votre mari. » Elle l'a dit doucement, avec quelque chose comme de la pitié dans les yeux. « Êtes-vous Élisabeth » Elle a secoué la tête. « Non, je suis la mère d'Élisabeth. Je suis la grand-mère de Samuel. Élisabeth est morte il y a 4 ans. Un cancer. Il y a 4 ans. J'ai essayé de me souvenir si Henri avait été différent à ce moment-là, s'il avait fait son deuil. Il avait été silencieux pendant quelques semaines au printemps 2019. Il disait qu'il était fatigué, stressé par quelque chose au travail, même s'il était à la retraite depuis des années. Je lui avais fait de la soupe, lui avais dit de se reposer. Il n'avait jamais mentionné que la mère de son enfant était morte. « Puis-je entrer » ai-je demandé. Elle a hésité, puis a hoché la tête et s'est écartée. La maison était petite mais bien rangée. Des photos couvrirent la cheminée. Une jeune femme aux yeux sombres tenant un bébé, un garçon sur un vélo, un adolescent en toge et toque. Samuel. Toute une vie dans des cadres. « Je suis désolée » dit-elle, en désignant un canapé à fleurs. « Je ne sais pas quoi vous dire. » Le canapé était vieux, le tissu usé par endroits. Je me suis assise avec précaution, mon sac à main serré sur mes genoux comme un bouclier. Au mur, au-dessus de la télévision, il y avait un portrait d'Élisabeth. Elle devait avoir la vingtaine quand il a été pris. Elle était belle, cheveux sombres, yeux lumineux, un sourire qui semblait receler des secrets. « Saviez-vous pour moi » Elle a hoché la tête. « Élisabeth m'a tout dit. Quand elle est tombée enceinte, son père, mon mari, était furieux. Il voulait qu'elle s'en occupe. Mais elle n'a pas voulu. Elle aimait Henri, pensait qu'il vous quitterait, l'épouserait. La pièce a basculé. Il allait me quitter? C'est ce qu'elle pensait. Mais quand elle lui a dit qu'elle était enceinte, il ne pouvait pas. Il a dit qu'il vous aimait, qu'il avait fait des vœux. Il a promis à Élisabeth qu'il aiderait avec l'enfant, financièrement et autrement. Mais il ne pouvait pas vous quitter. J'avais l'impression d'être sous l'eau, les sons étouffés et étranges. Alors elle a eu le bébé seule? Je l'ai aidée. Nous avons dit à tout le monde qu'elle était partie étudier, qu'elle était revenue avec un bébé et sans mari. Les gens ont parlé, mais que pouvions-nous faire? Henri venait, apportait de l'argent, des jouets. Il était dévoué. Pendant 40 ans. Pendant 40 ans, a-t-elle convenu. Nous sommes restés assises en silence un moment. La maison s'est installée autour de nous avec de petits craquements et soupirs. Quelque part, une horloge faisait tic-tac. Je pouvais entendre la circulation de la rue, des enfants jouant dans un jardin voisin. Puis elle a dit « Il aimait ce garçon, l'aimait désespérément. Ça l'a presque tué, je pense, de regarder depuis l'ombre. Mais il l'a fait.
Chaque vendredi, il venait. Chaque vendredi, ai-je répété. Ma voix semblait mécanique, déconnectée, pendant que je préparais le dîner et que j'attendais, pendant que je repassais ses chemises et que je préparais son déjeuner, pendant que je dormais à côté de lui chaque nuit et que je ne savais rien. Son visage s'est adouci avec quelque chose qui aurait pu être de la pitié. Élisabeth se sentait coupable, vous savez. Vers la fin, quand elle se mourait, elle parlait de vous, disait qu'elle vous avait volé quelque chose qu'elle ne pourrait jamais rendre. Quoi? Mon ignorance? Ma tranquillité d'esprit? Votre confiance, dit-elle doucement. Elle disait qu'Henri parlait parfois de vous. Comment vous croyiez en lui? Comment vous ne le remettiez jamais en question? Elle disait que ça le rongeait, de mentir. Mais il ne pouvait pas s'arrêter, ne pouvait pas laisser Samuel partir. J'ai regardé à nouveau le portrait d'Élisabeth. S'est-elle jamais mariée? A-t-elle eu d'autres enfants? Non. Elle disait qu'Henri était l'amour de sa vie, que si elle ne pouvait pas l'avoir tout entier, elle ne voulait personne. Elle est sortie avec quelques hommes au fil des ans, mais ça n'a jamais duré. Samuel lui suffisait. Et les visites d'Henri. Elle a fait une pause, puis a ajouté « Elle tenait un journal aussi, vous savez, sur les vendredis, sur le fait de le voir arriver chaque semaine, de le voir partir, sur la vie qu'il ne pourrait jamais avoir. Où est-il, le journal? Je l'ai brûlé. Après sa mort. Elle me l'a demandé. Elle a dit que ce ne serait pas juste pour Samuel de lire le chagrin de sa mère. Ni pour vous, si jamais vous le découvriez. Mais les journaux qu'Henri tenait, ceux-là, c'était acceptable de les laisser derrière? C'était son choix, son fardeau à transmettre. Ceux d'Élisabeth étaient à elle de les détruire. Je me suis levée. Mes jambes semblaient tremblantes, mais j'avais besoin de bouger, de faire quelque chose avec l'énergie qui me parcourait. Je me suis approchée de la cheminée, j'ai regardé de plus près les photos. Samuel à différents âges, figés dans des cadres en argent. Des moments heureux, conservés sous verre. Est-ce qu'il venait ici, dans cette maison? Parfois. Quand Samuel était jeune, avant qu'Élisabeth n'ait son propre appartement. Henri s'asseyait sur ce canapé où vous êtes assise, et Élisabeth amenait Samuel, et il le tenait dans ses bras. Jouait avec lui. Pendant 1 heure, parfois 2, il était un père. Et puis il partait, rentrait chez vous, et faisait comme si de rien n'était. Je me suis tournée pour lui faire face. Comment pouvez-vous me dire ça si calmement? Comment pouvez-vous en parler comme si c'était normal? Parce que pour nous, c'était normal. Pendant 40 ans, c'était notre réalité. Henri n'était pas votre mari le vendredi. Le vendredi, il était le père de Samuel. C'était l'accord. Je n'ai jamais rien accepté. Non, dit-elle doucement. Vous non. C'est la tragédie, n'est-ce pas? Samuel savait-il qui il était? Pas jusqu'à récemment. Élisabeth lui a dit la vérité avant de mourir. Elle a dit qu'il méritait de savoir. Samuel a été en colère au début. S'est senti trahi, je pense, par tout le monde. Sa mère pour avoir menti pendant toutes ces années. Henri pour ne pas avoir été assez courageux pour le reconnaître. Même moi pour avoir marché dans la combine. Mais ensuite, Henri a commencé à lui écrire. De vraies lettres, pas seulement les journaux. Il s'est excusé, a expliqué du mieux qu'il pouvait, a parlé de vous à Samuel, de Daniel et Léa, de comment il avait essayé de bien faire pour tout le monde et avait fini par décevoir tout le monde. Samuel lui a pardonné, je pense, ou a commencé à le faire. Et puis Henri est mort. Elle a désigné un petit secrétaire dans le coin. Elles sont là-dedans. Les lettres qu'Henri a envoyées. Samuel les a laissées ici après l'enterrement. Il a dit qu'il ne pouvait pas encore supporter de les regarder. Puis-je? Elle a hésité, puis a hoché la tête. Je suppose que vous y avez autant droit que n'importe qui. J'ai ouvert le tiroir du bureau. À l'intérieur se trouvaient peut-être 20 lettres, encore dans leurs enveloppes, adressées à Samuel de l'écriture d'Henri. J'ai pris la première, postée il y a 6 mois. Mes mains tremblaient en la dépliant. Cher Samuel, commençait-elle. Ta mère t'a dit la vérité, et maintenant je dois te dire la mienne. Je suis un lâche. J'ai été un lâche pendant 43 ans.
Quand ta mère m'a dit qu'elle était enceinte, j'avais un choix. J'ai fait le mauvais. J'ai choisi le confort plutôt que le courage, la sécurité plutôt que l'honnêteté. J'ai épousé Marguerite parce qu'elle était la sécurité, parce que son amour venait sans complication. Je l'aimais. Je veux que tu le saches. Je l'aime toujours. Mais j'ai aimé ta mère en premier. Et je l'ai aimée d'une manière qui n'a jamais été sûre, jamais simple. Quand ton grand-père nous a séparés de force, je l'ai laissé faire. Je ne me suis pas battue. Je t'ai juste laissé partir. Et puis je n'ai pas pu rester loin. Chaque vendredi, je suis revenue. Chaque vendredi, je t'ai choisi pour quelques heures avant de rentrer à la maison, à la vie que j'avais choisie à ta place. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je ne me pardonne pas, mais je veux que tu saches que tu étais désiré. Que chaque moment que j'ai passé avec toi, même dans l'ombre, était un moment que je chérissais. Tu es mon fils. Tu l'as toujours été. Henri. J'ai replié la lettre soigneusement et l'ai remise. Je ne pouvais pas lire les autres. Pas maintenant. Peut-être jamais. Vous écrivez-il souvent? Ai-je demandé. Après qu'Élisabeth ait parlé à Samuel, oui, 1 fois par semaine environ, parfois plus. Il essayait de construire quelque chose de réel, je pense. Une relation qui n'était pas basée sur le secret. Il a même parlé de vous le dire. De vous présenter, vous et Samuel. Vraiment? La mère d'Élisabeth, la grand-mère de Samuel, a hoché la tête. Il est venu ici environ 1 mois avant de mourir. C'est assis là où vous êtes maintenant. A dit qu'il était fatigué de mentir, qu'il voulait vous présenter Samuel, vous aider à comprendre. Mais il avait peur. Peur que vous le quittiez, peur que Daniel et Léa le détestent, peur de détruire la vie que vous aviez construite ensemble. Alors il n'a rien fait. Et puis il est mort, et le choix a été fait pour lui. J'ai dégluti difficilement. Me blâmez-vous d'être la raison pour laquelle il ne pouvait pas être là? Elle m'a regardé un long moment. Non, je le blâme lui. Il a fait ses choix. Vous essayez juste de vivre votre vie, d'aimer votre mari, d'élever vos enfants. Vous ne saviez pas que vous faisiez partie d'un mensonge. Ce n'est pas votre faute. J'ai l'impression que c'est ma faute, que j'aurais dû savoir, j'aurais dû voir. Comment? Il était prudent. Il vous aimait assez pour le cacher parfaitement. Ce n'est pas de l'amour. Non, a-t-elle convenu. Je suppose que non. J'ai rapporté l'information à mes enfants ce dimanche-là. Ils sont venus dîner, comme ils le faisaient quand ils étaient jeunes, bien que maintenant cela semble forcé, inconfortable. J'avais fait un bœuf bourguignon, le plat préféré d'Henri, sans réfléchir. L'ironie ne m'a pas échappé. Je leur ai tout raconté. Je leur ai montré les journaux, le dossier de l'hôpital, l'adresse. Je leur ai parlé de la mère d'Élisabeth, du fait que Samuel avait appris la vérité juste avant de perdre le seul père qu'il ait jamais connu. Ils étaient furieux. Léa a jeté le journal qu'elle lisait. Comment a-t-il pu faire ça? Comment a-t-il pu nous mentir pendant toute notre vie? Daniel faisait les 100 pas dans la cuisine, le visage rouge. 40 ans à faire comme si tout allait bien, comme s'il était ce type respectable. Et pendant tout ce temps, il avait une autre famille? Pas une autre famille, ai-je dit doucement. Un autre fils. Il n'a pas épousé Élisabeth. Il ne nous a pas quittés. Il a juste gardé Samuel. Ça ne rend pas les choses meilleures, maman. La voix de Léa s'est brisée. Il a menti. Chaque vendredi, il a menti. Je sais. Pourquoi n'es-tu pas plus en colère? Daniel a arrêté de faire les 100 pas, m'a dévisagé. Pourquoi es-tu si calme à ce sujet? Mais je n'étais pas en colère. Pas comme eux. J'étais quelque chose de pire. J'étais oubliée. Pendant 40 ans, Henri avait passé chaque vendredi à rendre visite à un garçon qui ne m'a jamais connue. Un garçon né de la trahison, d'un choix qu'Henri avait fait avant même la naissance de nos enfants. Un garçon qu'il a choisi d'aimer en silence pendant que je préparais ses dîners, lavait ses vêtements et croyait chaque mot qu'il disait. « Il nous a choisis » a dit Léa, comme si elle essayait de se convaincre. « Il est resté. Il n'est pas parti. »« Vraiment » ai-je demandé.
Ou a-t-il simplement vécu à deux endroits à la fois, et nous avons eu la version qui restait après Samuel? Ce soir-là, après le départ des enfants, Léa en pleurant, Daniel en claquant la porte, je me suis tenue dans notre chambre et j'ai regardé la photo de mariage sur la commode. Henri dans son smoking de location bon marché, moi dans la robe retouchée de ma mère. Nous avions l'air si jeunes, si pleins d'espoir, si stupides. J'ai pris le cadre et j'ai étudié son visage. Qui était-il? Qui avais-je épousé? L'homme qui avait pleuré à la naissance de Daniel? Ou l'homme qui avait pleuré dans sa voiture en regardant Samuel tomber de vélo? Le dimanche suivant, je suis allée au cimetière. Il faisait froid, le vent transperçait mon manteau alors que je me tenais devant sa pierre tombale. Henri-Jacques Dubois, époux et père aimé. Aimé. Le mot se moquait de moi. J'ai regardé ces mots pendant un long moment. Puis j'ai dit, à voix haute, au sol gelé et au ciel gris, et à l'homme qui ne pouvait plus m'entendre, « Tu as été fidèle à ta honte, mais jamais à moi. » Et je suis partie. Mes pieds crissaient sur l'herbe gelée. Derrière moi, une corneille a croassé. Le son était dur et final. Un mois plus tard, j'ai reçu une lettre. Elle est arrivée dans une enveloppe blanche ordinaire avec mon nom et mon adresse écrits d'une écriture inconnue. Pas d'adresse de retour. J'ai failli la jeter. Elle est restée sur le comptoir de la cuisine pendant 2 jours, pendant que je rassemblais le courage de l'ouvrir. Mais je ne l'ai pas fait. À l'intérieur se trouvait une seule page, manuscrite. « Chère Marguerite », commençait-elle. « Je m'appelle Samuel Garnier. Je suis le fils d'Henri Dubois. Je n'ai appris que récemment votre existence et la mort de mon père. J'ai trouvé votre adresse dans l'un des journaux qu'il m'a laissé. Je sais que cela doit être douloureux pour vous. C'est aussi douloureux pour moi. Mais j'aimerais vous rencontrer, si vous êtes d'accord. J'ai des questions. Je pense que vous aussi. » En bas, un numéro de téléphone. J'ai lu cette lettre une 12aine de fois. J'ai pleuré. Je l'ai froissée et jetée à la poubelle. Je l'ai ressortie. J'ai fait les 100 pas dans la cuisine, le salon, le couloir. Une partie de moi voulait la brûler, prétendre qu'elle n'était jamais arrivée. Mais je ne l'ai pas fait. Que lui dirais-je? Que me dirait-il? Ressemblerait-il à Henri? Sa voix sonnerait-elle de la même manière? Me blâmerait-il d'exister, d'être la raison pour laquelle son père ne pouvait pas être là? J'ai appelé Léa. Samuel m'a écrit. Elle est restée silencieuse. Puis, qu'est-ce qu'il a dit? Je lui ai lu la lettre. Vas-tu le rencontrer? Je ne sais pas. Devrais-je? Maman, je ne peux pas répondre à ça pour toi. Si tu étais moi, que ferais-tu? Elle y a réfléchi. Je voudrais savoir. Je voudrais voir la personne que papa a choisie à notre place chaque vendredi. Il ne l'a pas choisie à notre place. Vraiment? 2 semaines plus tard, j'ai rencontré Samuel dans un café du centre-ville, le même où Henri m'avait emmené pour notre premier rendez-vous, bien que je doute que Samuel le sache. Il s'appelait Le Petit Café maintenant, entièrement rénové. Rien à voir avec le bistrot tranquille de 1979. Il attendait à une table d'angle quand je suis arrivée, tapotant nerveusement ses doigts sur l'accoudoir. Quand il s'est levé, je l'ai vu. Vraiment vu. Il ne ressemblait en rien à Henri. Il avait les traits de sa mère, ses yeux sombres et sa mâchoire forte. Mais sa voix, quand il a dit « Madame Dubois », sur ce ton doux et incertain, sa voix était celle d'Henri. Le même léger enrouement, la même prononciation soignée. « S'il vous plaît, appelez-moi Marguerite. » Je me suis assise en face de lui, mes mains jointes sur mes genoux pour les empêcher de trembler. Nous sommes restés assis. Aucun de nous ne savait par où commencer. Le silence s'étirait entre nous, gênant et lourd. Il avait commandé un café mais ne le buvait pas. Je n'avais rien commandé. Finalement, il a dit « Ah, il ne m'a jamais dit votre nom, seulement qu'il vous aimait, que vous quitter l'aurait détruit. Alors il a vécu 2 vies à la place. » J'ai pleuré. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Mais cette fois, les larmes n'étaient pas seulement pour la perte. Elles étaient pour la vérité. Pour le soulagement de comprendre enfin. Pour l'horrible belle clarté de tout cela.
Samuel m'a tendu une serviette. Ses mains tremblaient aussi. « Je suis désolé, a-t-il dit. Je ne voulais pas vous faire pleurer. Ce n'est pas votre faute. J'ai essuyé mes yeux. Rien de tout cela n'est de votre faute. Ce n'est pas de la vôtre non plus. Nous avons parlé pendant 3 heures. Le café s'est rempli et vidé autour de nous, et nous sommes restés. La barista, une jeune femme avec des mèches violettes dans les cheveux, n'arrêtait pas de remplir nos verres d'eau, nous lançant des regards compatissants. Elle a dû penser que nous avions une sorte de conversation de rupture. D'une certaine manière, je suppose que c'était le cas. Juste pas le genre qu'elle imaginait. Samuel m'a raconté son histoire. Comment sa mère, Elisabeth, avait été le premier amour d'Henri. Comment ils s'étaient rencontrés au lycée, étaient sortis ensemble pendant 2 ans. Comment ils étaient tombés enceintes jeunes, avant qu'Henri et moi ne nous rencontrions. Comment les parents d'Elisabeth les avaient séparés de force, l'avaient envoyée vivre chez une tante en province jusqu'à la naissance du bébé. Il voulait l'épouser, a dit Samuel. Ma grand-mère me l'a dit, mais le père d'Elisabeth l'a menacé, a dit qu'il ruinerait la vie d'Henri s'il ne la laissait pas tranquille. Henri avait peur. Il n'avait que 19 ans. 19 ans. Un garçon lui-même. J'ai essayé d'imaginer Henri à 19 ans, avant les cheveux gris, avant les lunettes de lecture, avant les décennies de mensonges soigneux. À quoi ressemblait-il? De quoi rêvait-il? L'avais-je jamais vraiment connu? Quand a-t-il su pour vous? À ma naissance. Ma mère lui a écrit. Il est venu à l'hôpital, m'a tenu dans ses bras pendant 10 minutes. Puis il est parti. Ma mère pensait que c'était la fin. Mais quelques mois plus tard, il s'est présenté chez ma grand-mère. Il a dit qu'il s'était marié, avait commencé une nouvelle vie, mais qu'il ne pouvait pas m'oublier. Il voulait aider. Aider, ai-je répété. Le mot avait un goût amer. C'est comme ça qu'il appelait ça? Je pense qu'il le pensait vraiment, a dit Samuel doucement. Ma mère a dit qu'il avait pleuré la première fois qu'il m'a tenu dans ses bras, après qu'elle lui ait dit qu'il avait un fils. Il a dit qu'il m'avait abandonné une fois, quand il a laissé son père l'envoyer au loin, et qu'il ne m'abandonnerait pas à nouveau. Mais il vous a abandonné? Il était là, mais il ne l'était pas. Il vous a donné de l'argent et du temps, mais pas son nom, pas sa présence, pas sa vérité. Je sais. Samuel a baissé les yeux sur sa tasse de café. Je suis en colère à ce sujet aussi, mais j'essaie de comprendre. Il était piégé, je pense, par ses propres choix, par les circonstances, par la peur. Il a construit une cage autour de lui et a ensuite passé 40 ans à en secouer les barreaux. C'est très généreux de votre part. Vraiment? Je ne sais pas. Peut-être que j'ai juste besoin de croire qu'il m'aimait assez pour que ça compte. Que tous ces vendredis signifièrent quelque chose. Il signifiait quelque chose, ai-je dit, et je le pensais. Il signifiait qu'il ne pouvait pas vous laisser partir. Même quand ça aurait été plus facile. Même quand ça aurait été plus gentil pour tout le monde. Me détestez-vous? A-t-il demandé soudainement. D'exister? D'être la raison pour laquelle votre mariage était un mensonge? J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Non, je ne vous déteste pas. Je déteste la situation. Je déteste de ne pas avoir su. Je déteste qu'Henri ait eu si peu d'estime pour moi qu'il ait cru que je ne pouvais pas gérer la vérité. Mais vous? Vous étiez un enfant. Vous n'avez rien demandé de tout ça. Vous non plus. Non, moi non plus. Il a ressorti son téléphone, a fait défiler quelque chose, puis m'a montré une vidéo. C'est 2 mois avant sa mort. Regardez. J'ai pris le téléphone. Sur l'écran, Henri était assis sur un canapé, pas celui de notre maison, ailleurs, avec Lily et Rose de chaque côté de lui. Il leur lisait un livre. Babar. L'éléphant. Je pouvais entendre sa voix, cette cadence familière, faisant des voix différentes pour les personnages. Les filles gloussaient. « Lis-le encore, Papy Henri », a dit Lily. Papy Henri. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Elle l'appelait comme ça? Ai-je murmuré. Elle venait de commencer.
Après la mort de ma mère et qu'il m'ait dit la vérité, nous avons décidé que les filles devaient le connaître. Le connaître vraiment. Il avait été Monsieur Henry toute leur vie, juste un ami de la famille qui venait parfois. Mais ensuite, il est devenu Papy Henry. Elle l'adorait. J'ai regardé le reste de la vidéo en silence. J'ai regardé le visage d'Henry s'illuminer quand Rose a grimpé sur ses genoux. Je l'ai regardé embrasser le haut de sa tête, distraitement, comme il embrassait Léa quand elle était petite. Je l'ai regardé être un grand-père pour des enfants qui auraient dû être des étrangers. Il a l'air heureux, ai-je dit. Il l'était. Plus heureux que je ne l'avais jamais vu. Ma femme Anne a dit qu'il avait l'air plus léger, en quelque sorte. Comme si un poids avait été levé. Parce qu'il n'avait plus à se cacher. Oui. J'ai rendu le téléphone. A-t-il déjà parlé de vous le dire? Avant que votre grand-mère ne dise qu'il prévoyait de le faire? Samuel a hésité. Une fois. Il y a environ 6 mois. Il est venu dîner. Nous avions commencé à dîner ensemble, les vendredis soirs, et il a dit qu'il voulait vous le dire, qu'il voulait nous présenter. Mais il était terrifié. Il a dit que vous aviez construit toute votre vie en croyant en lui, et qu'il était sur le point de vous enlever ça. Il me l'avait déjà enlevé. Je ne le savais juste pas encore. C'est ce que je lui ai dit. J'ai dit que ce n'était pas juste pour vous de garder ça secret, que vous méritiez de savoir. Mais il était convaincu que vous le quitteriez, que vous le détesteriez. Peut-être qu'il avait raison. L'aurais-je fait? Ai-je demandé, plus à moi-même qu'à Samuel. S'il me l'avait dit, serais-je partie? L'auriez-vous fait? Je ne sais pas. Je veux dire non, que notre mariage était assez fort. Mais l'était-il? Était-ce réel si c'était construit sur des mensonges? Une partie était réelle, a dit Samuel. Il vous aimait, j'en suis sûre. Dans ses lettres à moi, il parlait de vous tout le temps. Comment vous le faisiez rire? Comment vous vous souveniez de choses qui comptaient pour lui? Comment vous l'aviez soutenu dans les moments difficiles? Il a dit que vous épouser était à la fois la meilleure et la pire chose qu'il ait jamais faite. La meilleure parce que vous le rendiez heureux. La pire parce qu'il savait qu'il ne vous méritait pas. Il avait raison sur ce point. Alors il venait chaque vendredi. Chaque vendredi. Ma mère disait qu'il était plus fiable que le facteur. Samuel a fait une pause, puis a ajouté « Elle l'aimait, vous savez, ma mère. Toute sa vie, elle ne s'est jamais remise de lui, n'a jamais vraiment essayé. Ma grand-mère disait que c'était triste de la regarder attendre chaque semaine un homme qui appartenait à quelqu'un d'autre. Nous attendions toutes les deux, ai-je dit doucement. Toutes les deux, dans nos maisons séparées, attendant le même homme, croyant toutes les deux qu'il était à nous. Samuel a sorti son téléphone, m'a montré des photos. Élisabeth jeune femme, belle et aux yeux tristes. Samuel enfant, adolescent, homme. Le mariage de Samuel. Il s'était marié il y a 3 ans. Henri avait été là, au dernier rang. Je ne savais pas qui il était alors, a dit Samuel. Ma mère a juste dit que c'était un vieil ami de la famille, mais il a pleuré pendant la cérémonie. Je me souviens avoir trouvé ça étrange. Henri était rentré à la maison ce jour-là et m'avait dit qu'il était allé au mariage de la fille d'un collègue. Je lui avais demandé comment c'était. Magnifique, avait-il dit. Ça m'a fait penser au mariage de Léa. Un autre mensonge dans une vie de mensonges. Qu'est-ce qu'il écrivait dans les journaux? Ai-je demandé. Sur moi? Samuel a semblé mal à l'aise. Vous voulez vraiment savoir? Oui. Il a fouillé dans son sac, un sac en bandoulière en cuir usé, et en a sorti l'un des journaux. Je l'ai reconnu immédiatement. 2015. Il a ouvert à une page marquée et me l'a tendue. « Ah, Marguerite a fait un bœuf bourguignon ce soir. » lisait-on. Elle sait que c'est mon préféré. Je ne mérite pas sa gentillesse. Je ne la mérite pas. Quand je suis rentrée de voir Samuel aujourd'hui, elle m'a demandé si j'allais bien. J'avais l'air fatiguée, a-t-elle dit. J'ai menti en disant que j'allais bien. Elle m'a cru, parce qu'elle me croit toujours, parce qu'elle est bonne, parce qu'elle me fait confiance. Et je trahis cette confiance chaque vendredi.
Mais je ne peux pas m'arrêter. Je ne peux pas laisser Samuel partir. Je ne peux pas l'abandonner comme j'ai été forcée d'abandonner Élisabeth. Alors, je vis ce mensonge. Et je me déteste pour ça. Mais je le fais quand même. J'ai fermé le journal soigneusement. Il se détestait. Oui. Mais il n'a pas arrêté. Non. Nous sommes restés en silence. Puis Samuel a dit « Il m'a dit une fois que vous étiez la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée, qu'il ne vous méritait pas. Je n'ai jamais compris ce qu'il voulait dire. Jusqu'à maintenant. Je ne savais pas quoi dire. Je ne sais toujours pas. » « Le détestez-vous » a demandé Samuel. J'y ai réfléchi. Le détestais-je? Je déteste ce qu'il a fait. Je déteste les mensonges. Mais Henri. Je ne sais plus qui était Henri, l'homme que j'aimais, ou l'homme qui pouvait garder un secret pendant 40 ans. Peut-être qu'il était les deux. Peut-être. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à reconstruire. Pas la vie que j'avais eue. Celle-là était partie, irrécupérable. Mais une nouvelle, la mienne. J'ai recommencé à écrire, quelque chose que j'avais abandonné il y a des décennies quand les enfants étaient jeunes et qu'il n'y avait jamais le temps. J'avais toujours eu l'intention de m'y remettre, mais d'une manière ou d'une autre, 40 ans avaient à passer, et je n'avais jamais repris un stylo. Maintenant, j'écris chaque matin, assise à la table de la cuisine, avec un café et un carnet. J'écris sur Henri, sur la vie que nous avons eue, sur la vie que je pensais que nous avions eue. Je cuisinais des repas que je voulais vraiment manger, pas seulement ce qu'Henri aimait. Il s'est avéré que je n'aimais même pas tant que ça le bœuf bourguignon. J'ai fait du saumon à la nette, des salades de quinoa au canneberge, des woks de légumes. De la nourriture légère, vive et à moi. J'ai rejoint un club de lecture à la bibliothèque, rencontré des femmes qui ne me connaissaient pas comme la femme d'Henri. Juste comme Marguerite. Nous lisions de la fiction contemporaine et nous nous réunissions un mardi sur 2 dans la salle commune de la bibliothèque. Il y avait Jeanne, une enseignante à la retraite qui faisait rire tout le monde. Patricia, une veuve qui avait perdu son mari à cause d'Alzheimer. Denise, qui ne s'était jamais mariée et disait ne jamais l'avoir regretté. « C'est un plaisir de vous rencontrer, Marguerite », ont-elles dit. Pas Madame Dubois, pas la femme d'Henri, juste Marguerite. Un samedi, j'ai pris le train pour le musée d'Orsay. Henri n'avait jamais voulu y aller. Il disait que les musées étaient ennuyeux, une perte de temps. Regarder de vieilles peintures? Quel est l'intérêt? Mais j'avais toujours voulu voir les impressionnistes, la façon dont la lumière jouait sur l'eau dans ces peintures. Je suis restée devant un Monet pendant 20 minutes, juste à regarder, juste à être. Les nymphéas flottaient dans des bleus, des verts et des violets, et j'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine. Un jeune couple se tenait à côté de moi, main dans la main. « C'est magnifique », a murmuré la femme. « Oui, ça l'est », ai-je dit. Elle m'a souri, et je lui ai souri en retour. Des inconnus partageant un moment. Pas d'histoire, pas de mensonge, juste de la beauté. Samuel et moi avons commencé à échanger des lettres. Chaque vendredi. Un nouveau rituel. Né non pas du secret, mais de la sincérité. Dans ses lettres, il me parlait de sa vie. Son travail de professeur, de français au lycée, mon vieux rêve, sa femme, Anne, et leurs 2 filles, Lily et Rose, âgées de 5 et 7 ans. Il envoyait des photos. 2 petites filles aux boucles sombres et au sourire de Samuel. Les petits-enfants de mon mari. Les miens aussi, d'une certaine manière. J'en ai renvoyé quelques-unes, des photos de Daniel et Léa, d'Henri quand il était jeune. Des photos de notre mariage, des anniversaires des enfants, de vendredis ordinaires qui n'avaient pas été ordinaires du tout. « Vous devriez les rencontrer », a écrit Samuel une fois. « Vos petits-enfants, ils vous aimeraient bien. » J'ai pleuré en lisant ça, mais j'ai aussi souri. Nous avons organisé une rencontre dans un parc, territoire neutre. Samuel a amené Anne et les filles. Léa est venue avec moi pour me soutenir. Daniel voulait venir, mais ne pouvait pas s'absenter du travail. Lily et Rose étaient timides au début, se cachant derrière les jambes de leur mère. Mais quand j'ai sorti les biscuits que j'avais préparés,
Aux pépites de chocolat, encore tièdes, elles se sont aventurées. « Êtes-vous la femme de notre grand-père » a demandé Lily. « Je l'étais, ai-je dit. »« Il est mort » a dit Rose d'un ton neutre. « Oui, c'est vrai. »« On ne l'a jamais rencontré » a dit Lily. « Papa dit qu'il était gentil. »« Il l'était » ai-je dit. Et c'était vrai. Henri avait été gentil, doux, aimable. Il avait aussi été un menteur. Les gens pouvaient être les deux. Anne était gracieuse, bien que réservée. Elle m'a serré la main, m'a remercié d'être venue. Léa se tenait raide à côté de moi, observant Samuel avec une méfiance non dissimulée. « Vous lui ressemblez, » dit-elle finalement. « Vraiment. » Samuel semblait surpris. Au niveau des yeux. À la fin de l'après-midi, Lily était assise sur mes genoux, me parlant de ses livres préférés. Rose montrait à Léa comment elle pouvait faire la roue. Samuel et Anne se parlaient tranquillement, se tenant la main. « C'est bizarre », m'a chuchoté Léa. « Je sais, mais ce n'est pas horrible. » « Non, ce n'est pas horrible. Ma maison est différente maintenant, plus chaleureuse, en quelque sorte, comme si le courant d'air que je n'avais jamais pu réparer s'était enfin refermé. Je marche différemment aussi. Mes pas semblent plus légers, moins chargés. Ma voix, après des décennies à rester silencieuse, à me ranger aux opinions et aux décisions d'Henri, me semble enfin la mienne. J'ai peint la chambre en jaune pâle. Henri avait toujours dit qu'il détestait le jaune, que c'était trop vif. Mais j'adore ça. Ça donne à la pièce une impression de matin. J'ai réarrangé les meubles, donné la moitié des vêtements d'Henri, transformé son bureau en salle d'écriture. J'ai acheté un nouveau bureau, une chaise confortable, une lampe qui diffuse une lumière chaude. Léa et Daniel sont toujours en colère. Ils ne comprennent pas pourquoi je ne suis pas plus en colère. Pourquoi je n'ai pas brûlé les journaux? Pourquoi j'écris à Samuel? Daniel me parle à peine maintenant. Il appelle toutes les quelques semaines, des appels de devoir qui durent 5 minutes. « Je ne comprends pas, maman », a-t-il dit la dernière fois. « Comment peux-tu lui pardonner ?»« Je ne lui ai pas pardonné, ai-je dit. J'ai juste décidé de ne pas laisser ses choix détruire le reste de ma vie. Léa est plus douce. Elle est passée la semaine dernière, s'est assise à la table de la cuisine pendant que je faisais du thé. « J'ai vu Samuel au supermarché », a-t-elle dit. « Lui as-tu parlé ?»« Non. Mais j'en avais envie. C'est bizarre ?»« Je ne pense pas. C'est ton demi-frère. » Elle a fait la grimace. « C'est si étrange à dire. »« Je sais. Mais ils n'ont pas besoin de comprendre. C'est mon deuil, ma guérison. Cela fait 7 mois que Henri est mort. 7 mois que je me tenais sur ce trottoir froid et que je les regardais couvrir son visage. 7 mois que ma vie s'est fendue et que j'ai vu ce qu'il y avait à l'intérieur. Il me manque toujours. Oui, la version de lui que je pensais connaître me manque. L'homme stable et fiable qui m'embrassait sur la joue chaque vendredi et se rendait à la banque. Mais les mensonges ne me manquent pas. La demi-vie que je vivais, croyant tout savoir alors que je ne savais rien du tout, ne me manque pas. Chaque vendredi maintenant, j'allume une bougie. Je m'assois à la table de la cuisine avec une tasse de thé et je pense à toutes les choses non dites. Tous les secrets gardés. Toutes les femmes qui ont accepté trop peu pendant trop longtemps parce qu'elles croyaient que c'était de l'amour. Je pense à Élisabeth, aimant un homme qui ne pourrait jamais être entièrement à elle. Je pense à Samuel, grandissant en regardant son père de loin. Je pense à moi, fidèle et aveugle pendant 40 ans. Je pense à la fortune qu'Henri a tranquillement bâtie, l'argent qu'il a mis de côté pour Samuel au fil des ans, un argent dont je n'ai jamais connu l'existence. Des investissements en actions, de petites sommes qui ont grandi avec le temps pour devenir quelque chose de substantiel. Il y avait plus de richesse là que je ne l'aurais jamais imaginé. Des dividendes et des rendements soigneusement suivis dans ses journaux, un compte séparé, une vie séparée. Une partie même détenue dans des actifs que je ne comprenais pas, du bitcoin et des crypto-monnaies que Samuel m'a expliqué autour d'un café. « Il en a acheté tôt », a dit Samuel. 2012-2013. Ça vaut beaucoup maintenant. Henri s'était préparé pour un avenir dont je ne faisais pas partie.
ou peut-être essayait-il de construire quelque chose pour Samuel, quelque chose qui survivrait aux visites du vendredi. Un héritage qui ne pouvait pas être caché dans l'ombre. L'avocat de la succession a été choqué quand tout est sorti. Madame Dubois, étiez-vous au courant de ces comptes? Non. Ils sont substantiels. La crypto-monnaie seule vaut plus de 300 000 euros. 300 000 euros. Pendant que je découpais des coupons et m'inquiétais de la facture d'électricité. Que voulez-vous faire? A demandé l'avocat. Ce n'est pas à moi, ai-je dit. C'était destiné à Samuel. Mais Samuel a insisté pour le partager. Vous étiez sa femme. Vous l'avez mérité aussi. Finalement, nous l'avons divisé en 4. Samuel, Daniel, Léa et moi. Cela semblait juste. Nous étions tous les enfants d'Henri, d'une certaine manière. Mais je pense aussi à maintenant, à la vie que je construis, à la liberté qui est venue de la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Je prévois un voyage à Seattle pour voir Daniel. Il est toujours en colère, mais il a accepté que je lui rende visite. « Juste toi », a-t-il dit. « Pas Samuel. »« D'accord. Je ne suis pas prêt pour ça. » « Je comprends. J'ai acheté un billet pour le mois prochain. Ce sera mon premier vol en avion en 15 ans. Henri n'aimait pas voler. Ou du moins, il me disait qu'il n'aimait pas voler. Maintenant, je me demande si c'était vrai, ou si c'était juste une autre façon de me contenir, de limiter mon monde pour que je ne m'aventure pas au-delà des limites de son mensonge. La semaine dernière, j'ai examiné nos anciennes déclarations de revenus, toutes remontant à 40 ans. J'ai trouvé des déductions que je ne reconnaissais pas. Des dons de bienfaisance à des organisations dont je n'avais jamais entendu parler. Des frais médicaux qui n'étaient pas pour notre famille. Chaque ligne était une autre question, un autre trou dans l'histoire que j'avais crue. J'ai appelé notre ancien comptable, M. Bernard. Il avait pris sa retraite il y a des années, mais j'ai trouvé son numéro dans un vieil carnet d'adresses. Quand je l'ai interrogé sur les déductions, il était resté silencieux un long moment. « Marguerite » a-t-il dit finalement. « Henri m'avait demandé de ne pas discuter de certains points avec vous. Il disait que c'était des investissements privés. » « Des investissements privés » ai-je répété. « Dans un enfant que vous l'avez aidé à me cacher pendant 40 ans ?» Il n'a pas nié. « Je suis désolée. C'était mon client. Je devais respecter ses volontés. » Même quand ses volontés signifiaient mentir à sa femme. « Je ne vous ai jamais menti, Marguerite. Vous n'avez jamais demandé. Parce que je lui faisais confiance. Parce que je croyais que l'homme que j'avais épousé ne garderait pas des secrets aussi énormes. Après avoir raccroché, j'ai pensé à toutes les personnes qui devaient savoir. Monsieur Bernard, le guichetier de la banque qui voyait Henri chaque vendredi pendant 40 ans, la mère d'Élisabeth. Peut-être même certains de nos amis, ceux qui avaient déménagé ou étaient morts, emportant leur savoir avec eux. Combien de personnes m'avaient regardé avec pitié? Combien s'étaient demandé pourquoi je ne savais pas? Combien avaient pensé que j'étais sotte, naïve, volontairement aveugle? Je suis aussi un cours d'écriture à l'Université populaire. Introduction à la non-fiction créative. L'enseignante est une femme dans la trentaine avec des cheveux violets et des yeux vifs. Elle s'appelle Rachel et elle porte des robes vintage et trop de bijoux et parle avec la confiance de quelqu'un qui n'a jamais été trahi. « Écrivez ce qui est vrai », dit-elle, « même si ça fait mal. » Alors j'écris ça, l'histoire d'Henri, mon histoire, la vérité, du mieux que je peux la raconter. En classe, nous travaillons sur nos textes. Les autres étudiants lisent mes pages, celles sur la découverte des journaux, sur la rencontre avec Samuel, et ils pleurent. Une femme nommée Patricia, qui a probablement mon âge, a levé la main. « Comment lui avez-vous pardonné ?» a-t-elle demandé. « Je ne l'ai pas fait, » ai-je dit. « Je ne sais pas si je le ferai. » « Mais vous écrivez sur lui avec une telle compréhension. » La compréhension n'est pas le pardon. La compréhension, c'est juste voir clairement. Pendant 40 ans, j'étais aveugle. Maintenant, je vois. Ça ne veut pas dire que je pardonne ce que je vois. Rachel a hoché la tête. C'est bien, Marguerite. Cette distinction. Accrochez-vous à ça. Après le cours, une femme plus jeune m'a approchée.
Elle ne pouvait pas avoir plus de 30 ans. Mon père avait une autre famille, a-t-elle dit doucement. Je l'ai découvert quand j'avais 16 ans. Ça a détruit ma mère. Mais vous avez l'air d'aller bien. Je ne vais pas bien, lui ai-je dit. Je suis juste encore là. Il y a une différence. Hier, j'ai reçu une lettre d'Emma, la fille de Léa, ma petite fille. Elle a 13 ans maintenant, écrivant dans l'écriture cursive soignée qu'on leur apprend encore à l'école. La lettre était courte, juste quelques lignes. Chère mamie, maman m'a parlé du secret de papy. Je suis désolée que tu aies été blessée, mais je veux que tu saches que je t'aime et que ça ne changera pas, peu importe ce que papy a fait. Est-ce que je peux venir te voir un de ces jours? Juste nous deux? Bisous, Emma. J'ai pleuré en la lisant. J'ai appelé Léa immédiatement. Savais-tu qu'elle m'écrivait? Oui, a dit Léa. Je ne l'ai pas arrêtée. Elle voulait prendre contact. Merci. Maman, je suis désolée de t'avoir blâmée, d'avoir été en colère contre la mauvaise personne. Tu ne méritais rien de tout ça. Personne ne le méritait, ai-je dit. Ni moi, ni toi, ni Samuel, ni même Elisabeth, en fait. Nous étions tous juste des gens essayant d'aimer quelqu'un qui s'était divisé en morceaux. Ce matin, je suis passée en voiture devant la banque, celle qu'Henri avait prétendu visiter chaque vendredi. C'est une BNP Paribas maintenant, tout en verre lisse et en mobilier moderne, rien à voir avec ce que c'était en 1985. Je me suis garée de l'autre côté de la rue et je l'ai juste regardé. Était-il jamais vraiment entré? Ou la banque avait-elle toujours été une couverture, une histoire pratique qui semblait responsable et adulte? Je ne le saurais jamais. Tant de questions resteraient sans réponse. Mais alors que j'étais assise là, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de toutes les réponses. J'avais passé des semaines, des mois, à dépecer ma vie à la recherche d'explications, à la recherche du moment où j'aurais dû savoir, du signe que j'aurais dû voir. Mais il n'y avait pas de moment unique, il n'y avait pas de signe. Il y avait juste Henri, faisant un choix chaque jour pendant 40 ans, et moi, lui faisant confiance, croyant en la vie que nous construisions ensemble, ne sachant pas qu'il en construisait une autre dans l'ombre. J'apprends que je peux contenir deux vérités à la fois. Henri m'aimait. Henri m'a trahi. Notre mariage était réel. Notre mariage était un mensonge. J'étais une bonne épouse. J'étais une excuse pratique. Tout est vrai. Tout est douloureux. Et tout est à moi de le porter maintenant. Mais j'apprends aussi que je n'ai pas à le porter seul. Samuel m'envoie des lettres chaque vendredi, et je réponds. Nous apprenons à nous connaître lentement, avec précaution. Il envoie des photos de Lily et Rose. J'envoie des photos du nouvel appartement de Daniel à Seattle, de la famille de Léa. Nous sommes connectés maintenant, a-t-il écrit dans sa dernière lettre. Pas par Henri, mais par la vérité. C'est plus fort que n'importe quel mensonge. Je pense qu'il a peut-être raison. Le mois prochain, Daniel rentre pour la Toussaint, et il amène quelqu'un, une petite amie que je ne lui connaissais pas. Elle s'appelle May, a-t-il dit au téléphone. Et je lui ai tout dit, sur papa, sur Samuel, sur tout. Elle veut quand même te rencontrer. Pourquoi ne le voudrait-elle pas? Parce que c'est compliqué, maman. Notre famille est compliquée. Toutes les familles le sont, ai-je dit. Nous sommes juste plus honnêtes à ce sujet maintenant. Et c'est la vérité avec laquelle j'apprends à vivre. Pas la vérité nette et simple de la vie que je pensais avoir, mais la vérité désordonnée et compliquée de la vie que j'ai réellement vécue. J'ai 71 ans. Pendant 43 ans, j'ai été mariée à un homme que je ne connaissais pas entièrement. J'ai passé ces années à cuisiner, à élever des enfants, à construire un foyer, à croire en un avenir qui était déjà fracturé. J'ai perdu du temps. J'ai perdu la confiance. Je me suis gaspillée dans une demi-vérité. Mais je ne suis pas gaspillée. Pas encore. Il est encore temps. Je me suis inscrite à ce cours que j'ai abandonné quand j'avais 18 ans. Littérature anglaise. L'université populaire le propose en ligne maintenant, donc je peux étudier de chez moi. Nous lisons Gatsby, et je suis frappée par une ligne que je n'avais jamais remarquée auparavant, jamais comprise. C'est ainsi que nous nous débattons, barques à contre-courant,
refoulés sans cesse vers notre passé. Mais je ne retourne pas en arrière. Plus maintenant. Le passé est passé. Les mensonges ont été dits et découverts. Henri est parti. La vie que je pensais avoir n'a jamais existé. Ce qui existe, c'est maintenant. Ce moment. Cette vérité. Cette nouvelle version de moi émergeant des décombres. Parfois, tard dans la nuit, je le cherche encore. Ma main se déplace sur le lit, cherchant une chaleur qui n'est pas là. Pendant 40 ans, il a dormi du côté gauche. Maintenant, il n'y a que le vide, des draps froids, le silence. Dans ces moments, il me manque si intensément que j'ai l'impression de me noyer. Mais ensuite, je me souviens des journaux, des photos, du visage de Samuel, du portrait d'Élisabeth, des décennies de tromperies soignées, et je retire ma main, je m'entoure de mes bras à la place. J'apprends à me suffire à moi-même. C'est plus difficile que ça en a l'air. Vendredi dernier, le premier vendredi de novembre, 8 mois après la mort d'Henri, j'ai allumé ma bougie comme d'habitude. Mais cette fois, j'ai aussi ouvert l'un de ces journaux au hasard. Je les lis lentement, à petite dose. Celui-ci datait de 1993. Samuel a eu des ennuis à l'école aujourd'hui, avait écrit Henri. Il s'est battu avec un autre garçon qui avait insulté sa mère. Élisabeth était bouleversée, ne savait pas comment gérer ça. Je voulais intervenir, être le père qui apprend à son fils quand se battre et quand s'en aller. Mais je ne suis pas ce père. Je suis l'ombre au bord de la cour de récréation, l'étranger aux réunions parents-professeurs, l'homme qui regarde son fils grandir à travers une vitre. Daniel ne se battait jamais. Il était plus calme, plus prudent. Parfois, je me demande si c'est aussi de ma faute, s'il a appris à être petit parce que je n'étais jamais pleinement présent, pensant toujours au fils que je devais cacher. J'ai fermé le journal et j'ai pleuré. Pour Daniel, qui avait grandi avec un père physiquement présent mais émotionnellement ailleurs. Pour Samuel, qui avait grandi avec un père qu'il aimait de loin. Pour Henri, piégé dans une prison de sa propre fabrication. Pour Élisabeth, aimant un homme qui ne pourrait jamais être entièrement à elle. Et pour moi, pour les 40 années que j'ai vécues dans un mariage qui était réel et ne l'était pas, vrai et faux, amour et mensonge tout à la fois. Mais j'ai aussi ressenti autre chose, quelque chose d'inattendu, du soulagement. Parce que maintenant je sais, maintenant je vois. Et voir clairement, même quand ce que l'on voit est douloureux, c'est mieux que de vivre aveugle. La bougie s'est consumée en une flaque de cire. Je suis restée assise à la table de la cuisine jusqu'à ce qu'elle s'éteigne, jusqu'à ce que la pièce soit sombre à l'exception du lampadaire filtrant à travers les rideaux. Et puis je me suis levée, j'ai lavé ma tasse, et je suis allée me coucher. Demain, je retrouve Samuel et sa famille au zoo. Lily veut voir les manchots. Rose veut faire du carrousel. Anne m'a demandé si je voulais venir, et j'ai dit oui sans hésiter, sans peur. Nous construisons quelque chose de nouveau. Pas un remplacement de ce qui a été perdu, c'est impossible, mais quelque chose d'honnête, quelque chose de réel, quelque chose qui ne nécessite pas d'ombre, de secret, ou de vendredi après-midi caché. Et ça vaut plus que 40 ans de beaux mensonges. Alors j'écris ceci. L'histoire d'Henri. Mon histoire. La vérité, du mieux que je peux la raconter. Je l'écris pour les femmes qui attendent à la maison, confiantes. Pour les enfants qui grandissent, sans savoir qu'ils ont des frères et sœurs. Pour les gens qui découvrent, trop tard, que la vie qu'ils connaissaient était bâtie sur du sable. Je l'écris parce que quelqu'un doit le dire. Vous pouvez survivre à ça. Vous pouvez vous retrouver de l'autre côté de la trahison. Vous pouvez construire une vie à partir des décombres. Ce ne sera pas la vie que vous aviez prévue. Ce ne sera pas la vie que vous vouliez. Mais elle peut être à vous. Entièrement. Complètement. Honnêtement à vous. Et peut-être que c'est suffisant. Avez-vous déjà découvert un secret après le décès de quelqu'un? Un secret qui vous a fait remettre en question tout ce que vous pensiez savoir? Dites-le moi dans les commentaires. Et si cette histoire a touché quelque chose en vous,
Si elle vous a fait réfléchir à votre propre vie, à vos propres choix, s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous. Ça me donne la force de continuer. Ça m'aide à savoir que je ne suis pas seule dans cette épreuve, que peut-être mon histoire peut aider quelqu'un d'autre à sortir de l'ombre, parce que c'est là que je suis maintenant, hors de l'ombre, debout en plein soleil, voyant enfin clairement. C'est terrifiant, c'est libérateur, c'est à moi.